Mesdames et messieurs, chers collègues et chers publics qui nous suivent en direct sur Internet, je vous souhaite la bienvenue. Il est 18h30, j'ouvre la séance et je procède à l'appel. Yves Cazorla présent, Patrick Panetier, Manon Crozier, Jean-Claude Magès, Pouvoir Madame Chénel, Jessica Abbat, Michel Agnel, Patricia Chénel, Floria Rirol, Myriam Iguir. Elle sort un petit peu en retard, mais il y a une procuration à Monsieur Agnel. Où j'en étais Myriam Iguir, donc j'ai dit Jocelyne Moscato, Bernard Bouger, Claudine Chastel, Pascal Antéric, Didier Ségala, Jean-Luc Cagnos, Frédéric Berne, Jennifer Chapuis-Fort, Mélina Joly, Émeric Navez, Pouvoir à M. Bouger, Émilie Capelli, Cindy Bonillo, Pouvoir à M. Panetier, Jonathan Minier, il va arriver, donc il est peut-être un petit peu en retard, Sophie Borne, idem, donc la même chose, Marcel Lozy, Carole Torres, Philippe Pécou, Sophie Borne qui arrive, Mahou Taleb, Jean-Pierre Lafont et Marie-Laure Petiot. Bien, il s'agit maintenant de désigner le secrétaire des séances. Je vous propose au hasard Jean-Luc Cagnos. Y a-t-il des observations? Pas d'observation? Nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc maintenant, on doit approuver donc, le procès-verbal du conseil municipal du 17 février 2021. Est-ce que vous avez des remarques sur ce PV? Oui, Monsieur Lafont, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonsoir. Monsieur le maire, concernant le rapport du vote concernant ce procès-verbal, juste pour vous signaler que sur le point numéro 2, je ne figure pas dessus. Ah, c'est certainement une erreur, donc ça va être corrigé. Merci. C'est tout? Non, non, pas du tout. Et ensuite, lors de la séance du 17 février 2021, le président de séance nous a bien confirmé que la municipalité avait bien reçu dans les délais impartis, la motion sur l'opposition de l'opposition portant sur le point numéro 2. Il a même indiqué que la demande de ce retrait de ce point numéro 2 de l'ordre du jour, la demande qui était faite au travers de la motion, était rejetée. Il est que le texte de la motion devait être annexé au présent PV, conformément à l'article 19 du règlement intérieur du conseil municipal. Et il est dit que les motions ou les vœux que les conseillers municipaux souhaitent soumettre au conseil municipal doivent parvenir au maire 3 jours francs avant la date du conseil. Et il me semble que lorsque les formalités sont respectées, les motions présentées doivent figurer au PV, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc il est regrettable de voir que nos interventions n'apparaissent pas dans les PV du conseil, ce qui est dommage. Si vous avez terminé, Monsieur Lafont? Tout à fait. Merci. Donc en fait, Monsieur Lafont, je viens de me renseigner parce que je ne me souvenais pas de ce point. Il ne s'agit pas d'appeler un point une motion pour que ça en soit une. Là, vous demandiez le retrait d'un point, c'est bien ça? C'est bien ça, Monsieur Lafont? On l'a fait sous forme de motion pour le retrait d'un point. Sauf que ça ne correspond pas à une motion. Le retrait d'un point, c'est le retrait d'un point. Et ça, je suis désolé, mais voilà, c'est pas quelque chose qui... C'est pas ça une motion. Voilà. Enfin, ça ne correspond pas en tout cas à ce que nous appelons une motion. Voilà. D'accord. Relisez le... Non, mais je pense que l'émotion ne voit pas sous la même forme. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais relisez le règlement intérieur. Mais ceci dit, on va répondre à votre question si vous voulez, il n'y a pas de souci. On va regarder ça en détail et on vous répondra par courrier. Bien. Y a-t-il d'autres remarques sur le PV?
Pas d'autres remarques? Donc nous procédons au vote. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc les deux groupes d'opposition. Qui s'abstient? Donc la question est adoptée. Le PV est adopté. Et nous passons donc maintenant au dossier numéro 1, Finances, débat d'orientation budgétaire 2021, rapporteur Patrick Panetier. Pardon. Ah, Jonathan est arrivé, Jonathan Minier est arrivé. Là. À 18h35. Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Le DOB, c'est une partie qui va être très longue, comme d'habitude, mais qui est quand même très importante, puisque c'est une analyse un petit peu au niveau national, voire international, et on descend au fur et à mesure pour arriver à la commune. Voilà. C'est une étape obligatoire qui précède le budget promitif dans les communes de plus de 3500 habitants, pour informer les élus de la situation financière communale et permettre les discussions sur les priorités et les évolutions possibles. Le débat donne lieu à un rapport d'orientation budgétaire transmis au contrôle de légalité avec une délibération transmise à l'agglomération et mise à disposition du public. Les orientations budgétaires envisagées par la collectivité portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement comme en investissement. Il précise les engagements pluriannuels envisagés, les objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement, l'endettement de la commune et les prévisions d'emprunt s'il y a lieu dans le budget. On tourne. Suite à l'apparition fin 2019 de la Covid-19, dans le monde, l'économie mondiale évolue cas un cas au rythme de la pandémie et des mesures de restriction imposées pour y faire face. Après une chute vertigineuse du PIB comparé à 2008, des rebonds ont pu être constatés, mais l'activité demeure en retrait de 4,4% par rapport au quatrième trimestre 2019. Selon la Banque centrale européenne, le repli de la croissance en zone euro devrait être autour de 2,8% au quatrième trimestre et de 7,3% en moyenne en 2020. Un plan de relance pour la zone euro a été mis en place, dans un premier temps pour 750 milliards d'euros, et a été porté très rapidement à 1 milliard 850 millions. La BCE a maintenu sa politique monétaire très accommodante, ce qui s'est traduit par des taux d'intérêt très bas. La croissance du PIB en zone euro devrait chuter de 7,3 en 2020 avant de rebondir, ça ce sont des suppositions, à 3,9% en 2021. Sur le marché du travail, afin de soutenir les entreprises et limiter la hausse du chômage, le gouvernement a adapté dès mars le dispositif d'activité partielle. Son coût pour 2020 est estimé à 31 milliards d'euros, 1,3% du PIB, et en 2021, il sera vraisemblablement supérieur à 6,6 milliards d'euros. Le taux de chômage devrait culminer à 11% d'ici la mi-2021 pour diminuer ensuite et atteindre 8% vers la fin de 2022. Au-delà des mesures d'urgence immédiates, le gouvernement a présenté en septembre un plan de relance sur les années 2021-2022 de 100 milliards d'euros, soit 4,3% du PIB, financé à 40% par l'Europe. Les trois axes, écologie, compétitivité et cohésion. L'inflation, on tourne. L'inflation depuis le début de la pandémie mondiale, l'inflation nationale a fortement baissé, passant de 1,5 en janvier 2020 à 0% à partir de septembre. Cette baisse est liée à l'effondrement des prix, à la diminution de l'offre et de la demande en lien direct avec le confinement, à la chute du prix du pétrole.
le baril étant passé de 69 $ en fin 2019 à 10 $ en avril 2020. Il est prévu qu'il atteigne 55 $ en 2021, puis 62 $ en 2022. Après 1,1% d'augmentation en 2019, l'inflation française s'est élevée à 0,5 en moyenne en 2020 et on parle de 0,7 en 2021, voire 0,6 en 2022. Sous le double effet de la baisse d'activité et d'intervention publique massive en raison de la crise sanitaire, le déficit public devrait atteindre 11,03% du PIB en 2020, tandis que la dette publique s'élèverait à 119,8% du PIB, selon le 4e projet de loi finances rectificative pour 2020. Pour 2021, le gouvernement prévoit une baisse du déficit public à 8,6 du PIB et une dette publique à 122,3. Loi de finances 2021, nous sommes toujours dans la loi de programmation 2018-2022. Le maître mot des gouvernements est la relance. L'enjeu est de favoriser la reprise économique par l'investissement pour construire le monde de demain autour de grands thèmes: transition énergétique, écologique, nouvelles mobilités, santé et sport notamment. Les dotations de soutien à l'investissement, la dotation politique de la ville, 150 millions d'euros, la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, 4,46 milliards d'euros, attribuée en fonction de la population, de la densité moyenne de la population et du potentiel financier de la commune. À savoir que nous ne sommes pas concernés, malheureusement. La dotation de soutien à l'investissement local, DSIL, 570 millions d'euros, et de façon exceptionnelle, la DSIL relance pour la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales à hauteur de 1 milliard d'euros. Sans oublier, bien sûr, les dotations du département, 212 millions, et de la région, 600 millions. Avec la réforme progressive de la taxe d'habitation, les transferts financiers de l'État vers les collectivités baissent de 10% par rapport à la loi de finances 2020, représentant 104 milliards d'euros. Cette diminution est directement liée à la suppression des dégrèvements de l'ATH, puisqu'en 2021, le produit de l'ATH est affecté au budget de l'État, moins 13 milliards d'euros, et le bloc communal est compensé par de nouvelles ressources fiscales. Le concours financier, quant à eux, vont représenter presque 52 milliards, 90% de la TGD, de la DETR, de la DSIL et de la DGE pour les départements. La dotation générale de fonds de finances reste stable. Les autres concours et participations de l'État dans le FCTVA augmentent de 5,2% malgré l'arrêt de la prise en charge du dégrèvement de l'ATH par l'État. De nouveaux prélèvements liés directement à la crise sanitaire sont créés. 510 milliards d'euros pour compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales subies en 2020 et 10 millions d'euros pour compenser les abandons de loyers consentis à des entreprises par les EPCI. Les échéances. À compter de 2023, subsistera la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, ainsi que la taxe sur les locaux vacants et la taxe d'habitation sur les locaux vacants, applicable pour la commune à partir de 2023. La règle des liens des totaux entre fiscalité du bloc communal se fera autour de la TFPB, c'était la taxe foncière des bâtis, et non autour de la TH. Enfin, la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation est repoussée en 2023. La péréquation verticale permet de lisser les inégalités territoriales. Elle est financée par la DGF pour la 3e année consécutive. Elle progresse de 220 millions d'euros au travers des différentes dotations d'ajustement. Pour les groupements, la dotation d'intercommunalité pour 1 593 000 €. Pour
c'est 1593 millions d'euros, pardon. Pour les communes, la dotation nationale de péréquation pour 794 millions d'euros, la dotation de solidarité urbaine pour 2471 millions d'euros et la dotation de solidarité rurale pour 1 782 euros. Pour les départements, la dotation de péréquation, 1523 millions d'euros et le fonds départemental de péréquation de l'ATP pour 284 millions. Les indicateurs financiers. Pour neutraliser les effets de la réforme fiscale, la loi de finances entame une réforme des indicateurs financiers afin de tenir compte du nouveau panier des ressources des collectivités. La suppression de la TH, la part départementale du foncier bâti aux communes, la fraction de TVA aux EPCI à fiscalité propre et aux départements, la compensation liée à la réforme des valeurs locatives des locaux industriels. Ces nouveaux éléments indiquent une modification des modes de calcul des indicateurs utilisés pour les dotations et les fonds de péréquation. La réforme n'entrera en vigueur qu'en 2022. La loi de finances 2021 s'inscrit dans un plan de relance de 100 milliards d'euros pour retrouver une économie française d'avant-crise d'ici 2022. Elle vise notamment à réduire les impôts de production de 10 milliards d'euros selon 3 leviers. Un taux national de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises divisé par 2 dès le 1er janvier 2021 et en supprimant la part CVAE de la région, elle-même compensée par une fraction de TVA. La contribution économique territoriale est plafonnée à 3% de la valeur ajoutée. Au-delà, les entreprises pourront demander un dégrèvement à l'État. Et les valeurs locatives des établissements industriels sont également divisées par 2, ce qui allège la CFE, ainsi que le foncier bâti que l'État compensera intégralement aux communes et aux EPCI. L'exonération de 3 ans de la contribution économique territoriale en cas de création ou d'extension d'établissements à condition que l'EPCI délibère. La mesure est aussi transposable à la CVAE. La taxe de la consommation finale d'électricité, en regroupant ces 3 volets, la taxe intérieure qui aborde le budget de l'État, la taxe communale qu'encaissent les communes ou les EPCI et la taxe départementale. En 2021 et 2023, l'harmonisation progressive des taux des 3 taxes et gestion centralisée par la DGFiP par un guichet unique. Mesure d'ajustement de la taxe de séjour, abattement possible entre 10 et 80%. En vue d'alléger les procédures, l'État supprime les taxes à faible rendement comme les taxes funéraires, le droit fiscal, allège les formalités déclaratives des entreprises et réduit les coûts de recouvrement. La gestion des taxes d'urbanisme actuellement assurée par le département sera centralisée par la DGFiP. La collecte va se faire de manière dématérialisée et ce transfert ne sera opérationnel qu'au 2e trimestre 2022. Ainsi, l'éligibilité de la taxe d'aménagement ne sera plus à la date d'autorisation, mais à la date d'achèvement des travaux. Et en plus, les places de stationnement intégrées au bâti en seront exonérées. Une réforme budgétaire va avoir lieu. L'État prévoit, en l'échéance 2024, la mise en application d'un compte financier unique, appelé nomenclature M57, qui remplacera tous les autres. Une période de communication et d'expérimentation aura lieu. Les états financiers seront un bilan et un compte de résultats, et on parlera de certification de compte. Le but est d'avoir une nouvelle présentation des comptes locaux pour favoriser la transparence et la lisibilité par les élus et les citoyens, d'améliorer la qualité des comptes et de simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives.
Quelques données financières. Le contexte, croissance en France, on a vu un petit peu des chiffres tout à l'heure, 8%, croissance en zone euro 6,3%, l'inflation 0,7%. Croissance en volume de la dépense publique, plus 0,4%, le déficit public 6,7% et la dette publique 116,2%. Pour les collectivités locales, le transfert financier de l'État, 104 420 millions d'euros, dont les concours financiers pour 51 882 millions d'euros et la DGF pour 26 750 millions d'euros. Le point d'indice de la fonction publique est toujours le même depuis le 1er février 2017 à 56,2323. Depuis janvier 2020, la compétence du pluvial urbain, GPU, a été transférée à l'agglo et un transfert des biens a été signé avant le 31 décembre 2020. La décision de retrait sur l'attribution de compensation a été reportée en 2021. Le dossier et les discussions sont en cours avec le pacte fiscal et financier avec l'agglomération pour ce qui concerne le GPU et aussi un besoin de financement supplémentaire pour les travaux du projet de territoire. La fiscalité. Les bases fiscales sont augmentées par l'État par la loi de finances de 0,2% pour les taxes foncières et les taxes d'habitation des résidences secondaires et des locaux vacants. Pour l'ATH, on n'en parle plus puisqu'elles sont gelées depuis 2020. Soit un produit attendu de 3 100 000 d'euros. Pour la taxe d'habitation, où actuellement 80% des foyers ont bénéficié de cette suppression, à compter de 2021, les 20% de foyers restants verront une diminution progressive de l'ATH pour une suppression définitive à partir de 2023. Une nouvelle fiscalité pour l'harmonisation progressive de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité sur le territoire français au taux minimum de 4%, d'où une hausse pour la facture du client, c'est-à-dire notre facture, sans vote de l'Assemblée pour majorer le taux jusqu'à 8,5%, cette taxe passera à 6% en 2022 et à 8,5% en 2023. L'état financier de la commune. L'ensemble des emprunts de la commune avoisine à peu près un taux moyen de 4%. En 2021, 2 emprunts se terminent et leur annuité passe de 420 000 à 220 000 euros. La dette en capital due représente 2 760 349 euros. Vous voyez, ça fait à peu près 1 million de moins que l'année dernière. Le taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties sera modifié suite à la réforme sur la taxe d'habitation en intégrant la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui était prélevée jusque-là par le département. L'augmentation naturelle des dépenses de fonctionnement et du glissement vieillesse-technicité pourrait nous amener à le rehausser de 1,2 pour y faire face. L'exercice 2020, suite au transfert de la compétence en janvier 2019 à l'agglomération de l'assainissement, les excédents du budget annexe ont été introduits au report du budget principal, tant en fonctionnement qu'en investissement. Ainsi, par délibération que nous avons eue ici, du 29 janvier 2020, la commune a décidé de reverser les montants positifs à l'EPCI, considérant les travaux de la STEP de l'Audin à engager le plus tôt possible. 393 686 euros ont été mandatés au compte 678 et 209 927 au compte 1068. Ces sommes ont été versées depuis très longtemps à l'agglo. L'évolution de la dette. Eh bien, vous vous apercevez qu'en 2017, elle était cette dette de 6 748
134, elle est aujourd'hui de 2 760 349 euros. Ce qui nous fait une dette aujourd'hui de 423 euros par habitant. La capacité financière. Les dépenses réelles courantes, vous le voyez, en 2020, 2019, 2018, ont continué à baisser, puisqu'elles se situent en 2020 à 7 112 822. Les recettes, par contre, ont bien progressé, puisqu'elles sont aujourd'hui à 9 170 366. L'excédent brut courant est de 2 millions, progressé aussi, 2 57 544. L'intérêt de la dette a baissé, heureusement. L'épargne brute a augmenté, puisqu'on est à 1 928 292 euros. Le remboursement de l'intérêt de l'emprunt en capital est de 955 645 euros. La capacité d'autofinancement net est de 972 647 euros. Vous voyez, là aussi, ça a bien progressé, soit par habitant 149,18. Aujourd'hui, notre capacité de désendettement, c'est-à-dire l'encours de la dette, est de 1,4 ans. Il est dit qu'au-delà de 11 ans, la situation est jugée critique. Donc vous voyez, nous ne sommes pas du tout dans une situation critique. Charge de personnel. La masse salariale représente une part conséquente du budget de fonctionnement, soit un ratio de 57%. Bon, ce ratio doit quand même être analysé et il faut faire attention avec ce ratio parce que les dépenses peuvent... Enfin, le rapport entre les différentes masses de dépenses peuvent vite varier et faire changer ce chiffre de 57%. En matière de rationalisation des dépenses publiques, il sera plus aisé d'actionner une économie au chapitre 11, c'est-à-dire aux charges à caractère général qu'en dépenses de personnel. Comme l'année passée, la volonté municipale est d'optimiser les compétences selon un équilibre entre régie et externalisation. Les chiffres. L'évolution du poste charge de personnel net doit être affichée. L'évolution du poste charge de personnel net doit être affichée. Vous voyez qu'en 2017, il était situé à 4 380 664 et en 2020, il est à 4 31 339 euros. La masse salariale a légèrement baissé encore cette année. C'est un peu dû aussi au problème Covid, puisque les structures sportives, les salles louées ou prêtées aux associations sont fermées depuis mars, ce qui fait qu'effectivement l'emploi du personnel a été moindre, donc on a été moins obligé de prendre du personnel pour pouvoir faire ce différent nettoyage. Les charges de personnel, continuons pour les effectifs. Nous sommes passés de 2018 à 2021 de 137 personnes à 107 personnes. Alors, c'est dû au non-remplacement et surtout à la suppression de beaucoup de CDD. Les dépenses liées au Covid, je vous en avais parlé en fin d'année dernière, elles se sont élevées à 51 500 euros. Nous avons eu une dotation de l'État de 16 500 euros, ce qui nous fait une dépense de 35 000 euros. Pour 2021, la dépense s'élève déjà à 12 000 euros. Le résultat 2020 de la commune. En section de fonctionnement, les dépenses sont de 8 248 121,67, avec des recettes de 9 249 582,48 et avec un report de l'excédent de 2019 de 2 918 798,02 euros. Le résultat de clôture est de 3 920 258,83 euros. En section d'investissement,
Et il y a eu 2 391 513,9 euros. On le verra un petit peu plus loin dans les détails. Les recettes ont été de 1 724 193,60 euros. Nous avions un déficit de 377 973 euros l'année dernière, ce qui nous fait un résultat de clôture de moins 1 045 296,53 euros. Nous avons un reste à réaliser en dépenses d'investissement de 1 127 003,35 euros. Ces restes à réaliser sont listés aussi tout à l'heure. Le reste à réaliser en recettes d'investissement est d'un montant de 576,154,58 euros. Ce sont des subventions que l'on attend. Soit un besoin de financement de 1 596 145,30 euros. Ce qui fait que nous allons pouvoir avoir un résultat reporté en fonctionnement sur l'année 2021 de 2 324 113,53 euros. Parlons du legs, on ne va pas développer non plus pendant 107 ans cette affaire, on en a largement discuté les uns et les autres. Aujourd'hui, il faut remettre ce legs dans les comptes de la commune. Pour cela, il y avait 552 343,51 euros de legs. Ce legs avait été placé sur des comptes qui ont rapporté une somme de 30 862 euros, ce qui fait qu'aujourd'hui, la commune doit reconstituer ce legs à un montant de 583 205,51 euros. Et pour ce faire, un emprunt est prévu pour provisionner cette somme dans le budget qui sera placé en investissement. Orientation sur les charges de personnel. La volonté municipale est d'optimiser le rapport des effectifs avec les services rendus à la population. Dans ce cadre, un audit organisationnel en mars-avril du service entretien surveillance cantine est en cours. Une veille constante sur les remplacements, des départs à la retraite non remplacés systématiquement, une analyse sur la mutualisation avec l'agglomération. La création d'une maison de service à l'Ardoise avec la reprise de l'agence postale qui doit fermer en janvier 2022, en mutualisant des services sans prévoir un effectif supplémentaire. Autre charge, les objectifs de la loi SRU en matière de logements sociaux pour l'Ardoise. Je ne vais pas vous donner tous les chiffres, vous les avez sous les yeux. Sachez qu'on a toujours une pénalité de 51 000 euros environ. Cette pénalité a été bien réduite en 2018. Nous avons des objectifs triennales à remplir de 75 logements sociaux et une prévision de 98 logements sociaux permettra de couvrir le besoin. Mais à chaque fois qu'il y a un logement normal de fait, ça nous impose effectivement un logement social, enfin pas tout à fait un logement social, mais un pourcentage de logement social à réaliser. Autre charge, la subvention du CCAS. La subvention du CCAS s'élève à 135 000 euros. Elle est toujours d'un niveau moindre que dans les années précédentes. Les sommes allouées aux actions sociales sont toujours en augmentation. Cette diminution, c'est les salaires suite à une embauche d'une nouvelle directrice avec un salaire beaucoup moindre. Le contingent incendie passe de 298 220 à 319 382 euros, soit 7,1% d'augmentation. Le calcul du SDIS intègre 20% relatif au potentiel fiscal de la commune. Un nouveau crédit obligatoire a été mis en place pour la formation des élus, pour un montant de 12 700 euros. Un crédit mobilité transport est institué par l'agglomération du Gard-Audanien
et qui prend 0,6% de la masse salariale, ce qui fait que pour nous, c'est une valeur de 15 500 €. Les charges exceptionnelles. Alors c'est toujours notre fameuse histoire avec Owens Corning. On ne désespère pas de pouvoir effectivement la résoudre. La Covid ne nous a pas permis de travailler sereinement là-dessus. L'agglo venant aussi d'être renouvelée, c'est un travail qui va être pris en compte pour pouvoir réduire et terminer cette problématique. Et il y a eu aussi une prestation d'un archiviste pour les archives municipales. Nous avons un grand besoin de travail dans ce domaine. Recettes et subventions, la DGF pour nous est nulle et les dotations autres restent stables. On a parlé tout à l'heure un peu de l'attribution de compensation du Gard rhodanien qui sera diminuée selon un calcul de la CLECT pour le transfert du pluvial urbain et pour aussi le projet de territoire. Pour les communes les plus riches, il y a un retrait supplémentaire. Oui. La participation de l'État pour 2020 pour les titres sécurisés, passeports et CENI, vous le savez tous, ce que l'on fait ça à la commune, est passé à 12 130 €, alors qu'on avait 8 500 € en 2019. Nous avons traité beaucoup plus de dossiers, puisque nous avons une personne qui travaille très très rapidement dans ce domaine-là. Mais malheureusement, nous pensons qu'en 2020, on aura un petit peu moins, puisque l'année Covid étant passée par là, nous avons eu que 1874 dossiers traités. Autre recette. La part des produits de services représente 2,5% des recettes réelles de fonctionnement. Hors produits de cession, le service périscolaire avec la cantine représente presque 138 000 €. On avait 200 000 € en 2019. Là aussi, le Covid est passé. Tous les postes ont baissé en raison de la baisse d'activité due au Covid, dont 7 semaines de confinement total. Le FCTVA concernant les travaux inscrits en fonctionnement éligibles représente 25 800 €. Les investissements réalisés. Bon, le résultat de l'exercice montre une dépense réelle de 2 096 KE, dont 955 KE de remboursement du capital. Les principales dépenses. Un gros travail sur les mises aux normes électriques de tous les bâtiments a été réalisé. Des travaux dans les écoles, vous voyez, pour 60 000 €. Divers matériels pour les écoles ont été achetés. Les panneaux lumineux pour 40 000 €. La gestion électronique des courriers, les bornes électriques du SMEG, les travaux sécuritaires de voirie, la salle des sports. Nous avons remplacé des véhicules techniques qui étaient en panne, à l'arrêt. Donc on a remplacé ces véhicules, pas la quantité au total. Des barrières taurines, puisque nos barrières taurines n'étaient plus du tout conformes. Nous avons remplacé un véhicule de l'APM. Nous avons acheté des terrains, des voiries du lotissement, les terrasses du château, c'est Suc et Pradel, pour 26 700 €, et nous avons payé une partie des VRD pour 200 000 €. Le nouveau logiciel pour Technocart pour le prépaiement au niveau de la cantine pour 11 400 €. L'étude pour les concessions cimetières, c'est un gros travail qui est toujours en cours, qui n'est pas fini, mais qui nous permet aujourd'hui d'y voir beaucoup plus clair, pour 20 600 €. L'enfouissement de tous les réseaux secs rue des Anciens Combattants pour 247 000 €. L'étude pour le devenir des écoles pour 21 000 €. L'étude va se terminer. Nous aurons une projection un petit peu plus claire pour savoir ce que les écoles vont devenir. Et diverses études et matériels, écoles, ST, informatique, etc. Les restes réalisés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour 1 127 000 €. Nous avons toujours les études d'urbanisme pour 88 000 €. Le cimetière, dont je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était toujours pas fini.
l'étude de devenir des écoles pour terminer effectivement ce dernier dossier, les travaux d'urgence pour l'église pour 60 000 €, la remise aux normes électriques, nous avons encore des bâtiments à mettre et entre autres nos transformateurs, la vidéoprotection qui est en train de se réaliser, encore un autre véhicule qui est en cours d'achat, l'aménagement parc salle Édith Piaf que vous avez vu, le quai pour la balayeuse et station lavage pour mettre tout aux normes qui est fait au ST pour 76 000 €. Il y a des choses qui sont faites, puisque on est rendu déjà au 3e mois de l'année 2021. La mise en sécurité des grottes de Pédaillan, c'est fini pour 22 000. Le City Park à l'Ardoise pour 60 000, c'est fini aussi. Les travaux de voirie Suc et Pradel, c'est en cours. Les honoraires de travaux de voirie rue Parmentier, c'est une étude qui est en cours. La rue Parmentier étant la rue qui amène à la station d'épuration, à la station d'épuration et à la déchetterie. La restructuration du cimetière, puisque après le relevé et toutes les études, il va falloir faire la restructuration du cimetière pour 22 700 €. Pour 2021, les dépenses, les plus grosses dépenses, citées, l'église. On a une obligation urgente puisque l'étude que l'on a faite nous a décelé effectivement des études urgentes, donc il faut les engager pour 252 000 €. Il y a déjà une première étape qui a été faite et la deuxième étape va être réalisée. Il y a une demande de subvention qui a été faite par la DSIL. La dernière phase des travaux rue des Anciens Combattants qui est reprise là pour le final, c'est-à-dire le revêtement, pour 356 000 €. L'aménagement de la rue Jean Villard, c'est la rue qui emmène les enfants à l'école de l'Ardoise. Donc il y aura des trottoirs et une mise en sécurité de la circulation. Vous avez déjà pu constater que les véhicules poids lourds ne peuvent plus passer sur cette route et ne passent plus sur cette route. Les travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux, c'est avec la DSIL relance, ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'étude pour travaux rue Parmentier pour finir cette étude et l'aménagement maison de service à l'Ardoise, ce dont on a parlé tout à l'heure pour 20 000 €. Il y a un programme de voirie et chemin à déterminer sur les urgences, la dématérialisation et les logiciels pour 13 000 €, la mise aux normes des bâtiments municipaux pour 35 000 €, l'ADAP pour les écoles pour 33 000 €, l'étude PLU pour les 40 000 €, le PUB Colombo, c'est des études diverses, Colombo-Colombel, pardon, les études diverses pour 70 000 €, et en complément du lotissement des terrasses du château, 250 000 € pour le tourne à gauche, c'est-à-dire pour accéder au chemin de la Sarriette. C'est le petit chemin qui va rejoindre les logements qui sont en cours de construction à Suc et Pradel. L'achat du terrain pour la future zone de la maison communale à l'Ardoise, c'est ce qu'on a discuté au dernier conseil municipal, et l'étude d'analyse coût-bénéfice pour la protection contre les inondations de l'Ardoise pour 42 000 €. On en a discuté au dernier conseil municipal aussi. C'est en attente des subventions, bien entendu, comme ça avait été annoncé, aux subventions de l'État, de la région et du département. Des investissements aussi pour le PCS, pour la toiture d'Avaux, c'est un bâtiment que nous avons rendu, que nous avons complètement fermé puisque la toiture est en très mauvais état, et des bornes incendie à changer pour 8 000 €. Et les équipements divers pour les écoles, 34 000 €, les équipements techniques, 31 000 €, la sono, je vous signale que celle qu'on a aujourd'hui, qui fonctionne merveilleusement bien, c'est une sono qui nous est prêtée. Et c'est certainement cette sono que l'on achètera ensuite. Élimination de Noël pour 5 000 € pour continuer à changer un petit peu toutes les guirlandes et tout ce que l'on met et en mettre un peu plus dans toute la commune. Les recettes, on prévoit une taxe d'aménagement et ça, vous savez très bien que c'est extrêmement difficile, c'est une estimation à 100 000 €. La participation au projet urbain partenarial de Suc et Pradel, c'est une somme de 387 620 € que l'on a encaissé en février. Le fonds de compensation de TVA,
C'est sur les travaux que nous avons effectués en 2019 pour 103 600 €, ce qui représente un autofinancement de 2 millions d'euros. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Patrick. Donc le budget 2020 était un budget préparé à l'avance sans tenir compte de la Covid-19, qui est arrivée le lendemain des élections, vous vous en souvenez. Le début de mandat a été consacré à l'organisation de la gestion de la crise sanitaire pendant le confinement, en collaboration avec les services de l'État. L'État a voulu donner plus de pouvoir aux maires et s'est fortement appuyé sur eux sans les soutenir vraiment. Les pertes dues donc à la Covid-19 n'ont pas totalement été compensées. Je parle là évidemment des équipements de protection, des primes, des tâches supplémentaires avec un personnel en partie indisponible, et donc un recours soutenu au personnel sous contrat. Vous savez que l'État a demandé aux collectivités de soutenir la relance économique, et on en a parlé tout à l'heure, donc en période de pandémie, c'était important. Le budget de fonctionnement doit donc être plus élevé, notamment pour lancer les travaux d'entretien et de mise en conformité des équipements de la commune, tout en gardant un budget d'investissement suffisamment important pour également lancer des travaux et soutenir l'économie locale. Le rapport qui vient de vous être présenté donc, tient compte de ces éléments pour participer à la relance et continuer à investir pour le développement de notre commune. Je rappelle que la commune doit faire face en 2021 à des dépenses supplémentaires comme la participation au SDIS, qui a subi une forte augmentation, la participation au transfert de la gestion des eaux pluviales, donc pour 2020 et 2021, la révision prévisible des attributions de compensation au profit de l'agglomération du Garaudagnen pour participer, on l'a dit tout à l'heure, au projet de territoire. Nous avons également prévu, et on l'a dit aussi, de reconstituer le legs de la maison Albert André, qui a été absorbé par le budget principal entre 2014 et 2017. Donc c'est un engagement important que nous avons pris. Les efforts faits ces dernières années par les élus et les services de la commune ont permis, grâce à une gestion rigoureuse, de faire des économies et de constituer une épargne nette qui nous permet de fonctionner et d'investir pour développer notre commune. Cette gestion doit être poursuivie, mais elle ne va plus être aussi efficace que lors de ces 3 dernières années, car les principales actions d'économie ont été menées. Une analyse un peu plus poussée des finances nous montre que les dépenses de fonctionnement du budget de la commune augmentent plus vite que les recettes. C'est une donnée importante. Et si l'épargne nette semble être préservée aujourd'hui, elle l'est seulement parce que la commune n'emprunte pas. Ceci se manifeste grâce au désendettement, on l'a vu aussi, et à la baisse de l'amortissement du capital et des intérêts. Donc cette baisse compense de façon artificielle la baisse réelle de l'épargne nette. C'est pour cette raison que nous réfléchissons, on l'a dit tout à l'heure aussi, à une légère hausse de la fiscalité sur le foncier des propriétés bâties. Alors je vais être clair avec vous et tout à fait transparent et vous dire qu'on s'était engagé à ne pas augmenter les impôts, donc comme ça vous n'aurez pas à le chercher, vous le savez, on s'est engagé à ne pas augmenter les impôts de tout le mandat. On ne va pas donc se cacher, au contraire le mentionner, parce que cette légère hausse en fait est complètement assumée et afin de maintenir donc, cette épargne nette qui a été constituée. Donc je vous l'ai dit, on y réfléchit en ce moment même, c'est pas acté, mais on y réfléchit. Donc cette épargne nette ne peut être maintenue que si on emprunte, et il est important, il est prévu d'emprunter cette année, donc je l'ai dit pour le legs de la maison Albert André, et dans les prochaines années pour réaliser des investissements structurants. Il faut bien comprendre que cette hausse n'en est pas vraiment une, puisque les bases, vous l'avez vu aussi, n'évoluent pas, et c'est la première année, et qu'elle représente à peine l'augmentation du coût de la vie. Donc nous avons maintenant une bonne connaissance du budget, ce qui nous permet d'identifier cette baisse de l'épargne nette et d'avoir la possibilité de réagir en amont, bien avant, afin d'éviter d'être dans la situation que la commune a connue en 2016, où elle a augmenté ses impôts de 56% et où elle a consommé en même temps le legs. Voilà, donc il restera un travail à faire pour faire progresser les recettes de fonctionnement afin d'assurer une pérennité de l'épargne nette sur tout le mandat sans augmenter, je l'espère en tout cas, la fiscalité. C'est l'analyse que nous avons du budget qui nous permet de réagir en amont et d'avoir une politique financière adaptée. Donc voilà ce que je voulais rajouter à ce qui vient d'être présenté. Y a-t-il des interventions? Monsieur Lafont. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur le premier adjoint pour la présentation du ROB 2021. Juste un petit éclaircissement.
concernant le slide charge du personnel effectif. Dans la présentation du ROP 2020, l'effectif stagiaire titulaire au 1er janvier 2020 était de 104. Or, dans la présentation à ce jour, nous sommes à 103. Y a-t-il une explication ? Oui, c'est un rajustement en fait. Il y avait 2 postes de DGS et comme on n'a qu'une DGS, on a... Ah oui, pardon. Elle compte pour 2 carrières. C'est un peu compliqué, c'est technique. D'accord, on a révisé 2020. Bon, on vous donnera une explication écrite, c'est le mieux, comme ça vous n'aurez pas d'incompréhension sur le sujet. Vous aurez l'explication sans problème, il n'y a pas de souci. Il y a une explication, vous l'aurez. Merci. D'autres interventions ? Monsieur Pécou ? Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Monsieur le Premier adjoint pour la présentation de ce débat d'orientation budgétaire. Et j'en viens immédiatement à l'état financier de la commune et à votre intervention, Monsieur le maire, il y a quelques minutes sur cette proposition d'augmentation d'impôts. Monsieur Pécou, mettez le micro plus près de votre bouche. Vous avez rappelé qu'en 2016, cette commune avait effectivement eu une augmentation de sa fiscalité. Vous avez à l'époque durement critiqué ce choix, que j'assume encore aujourd'hui, bien entendu, puisque nous étions dans un contexte qui était complètement différent de celui que nous vivons aujourd'hui, et que nous étions effectivement dans l'obligation de le faire avec des taux à cette époque qui étaient relativement bas, et que nous avons effectivement augmenté pour pouvoir investir et avoir un seuil d'investissement qui soit le plus correct possible dans cette commune dans les années qui ont suivi. Aujourd'hui, vous proposez dans ce document une augmentation qui se fixe sur 1,2 point pour faire face, comme vous le signalez, à des dépenses de fonctionnement dont on a entendu qu'elles étaient en baisse sur plusieurs postes, pour faire face au glissement vieillesse technicité également, tel que c'est indiqué ici. Je ne suis pas certain que la période que nous vivons aujourd'hui, cette crise sanitaire, depuis 1 an, et qui va se prolonger encore, hélas, pendant quelques semaines, voire quelques mois, ravisse les habitants de l'Audun-l'Ardoise que de voir augmenter encore à nouveau, en 2021, leur imposition pour compenser peut-être quelques charges de fonctionnement que vous devez assumer aujourd'hui, Monsieur Cazorla, notamment avec des charges de personnel qui soit sont en baisse, mais qui sur certains postes sont en hausse. Vous m'aviez critiqué un temps sur la charge d'un collaborateur de cabinet qui aujourd'hui est revenu sur le tapis, soit sans doute une personne très compétente, mais qui grève le budget communal, vous le savez, et tout cela aujourd'hui nous est présenté sans doute pour compenser aussi ces dépenses. Donc, oui, vous nous proposez ce soir, à nouveau, d'augmenter les impôts. C'est quelque chose qui est important, qui doit être relevé. Nous sommes là pour en débattre ce soir. Nous voterons le budget dans quelques jours sans doute. Et cette hausse sera peut-être présentée à nouveau pour être délibérée. En tout cas, je constate que la période est mal choisie aujourd'hui pour le faire. Nous devons faire face à une société qui est en souffrance, qui va devoir se relever sur le plan social, sur le plan économique. Notre population le vit effectivement comme nous tous ici. Et quand je constate que le résultat reporté de fonctionnement est de plus de 2 millions d'euros, je me demande pourquoi nous devons encore avoir affaire à cette augmentation qui n'est pas justifiée à mon sens avec les chiffres qui nous ont été présentés ce soir. Donc il y a là
au-delà d'un certain nombre de points que nous relèverons de détail dans le débat d'orientation budgétaire qui nous est présenté, il y a là un point crucial que nous souhaitions relever et qui forcément fait débat et doit engager ce conseil municipal dans la responsabilité, dans la réflexion la plus profonde. Merci. Merci, M. Pécou. Vous avez arrêté le micro? Vous avez arrêté le micro, c'est bon? Ok, merci. Bien, M. Pécou, j'ai écouté attentivement votre intervention. Vous avez parlé de 2016 et de l'obligation de cette augmentation d'impôts. Obligation, non. Enfin, oui, je vais dire, parce que en fait, la commune était au bord de la faillite, quoi. Oui, évidemment, vous étiez obligé de le faire. Sauf qu'il y avait quand même une gestion à faire avant. Cette gestion n'avait pas été faite, monsieur Pécou. Vous oubliez aussi de parler du LEG, puisqu'on ne voulait pas en parler, mais vous nous obligez à le faire. Alors oui, vous avez augmenté les impôts de 56% parce que vous étiez obligé de le faire, bien sûr. De toute façon, si on ne le faisait pas, on ne fonctionnait plus, monsieur Pécou. D'ailleurs, la meilleure des preuves, c'est que le LEG de 600 000 €, il a fallu l'utiliser. Et vous l'avez utilisé, oui, en effet, vous avez augmenté de 56% les impôts et vous avez utilisé le LEG. Et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Vous n'avez pas assisté à l'analyse financière que nous avons faite en 2018, où on vous montre bien que le fonds de roulement était inexistant, malgré votre obligation d'augmenter les impôts, malgré la consommation du LEG. Donc je veux bien vous écouter, M. Pécou, mais arrêtez un petit peu de nous dire des choses comme ça. À un moment donné, il faut être un petit peu pragmatique et regarder un petit peu ce qui s'est passé. Je suis désolé. Moi, je suis conseiller municipal depuis 2008. Des 2 millions et quelques, j'en ai déjà vu sur le budget. J'en ai déjà vu en 2008, 2009, etc. Je veux dire, qu'est-ce que vous en avez fait? Je vous le demande. Non, maintenant, je veux dire, on peut toujours critiquer, évidemment. Alors, vous dites on a critiqué ce choix. Bien sûr qu'on l'a critiqué, mais ce n'est pas le fait que vous étiez obligé de le faire. C'est surtout cette gestion qu'on a critiquée, cette gestion qui était en amont. Et c'est justement ça qu'on combat aujourd'hui. Quand on dit aujourd'hui que l'épargne nette s'amenuise, c'est justement pour ne pas arriver à ce que vous vouliez faire, à ce que vous avez fait en 2016. Parce que vous n'avez pas analysé le budget. Vous n'analysez pas un budget, donc forcément, derrière, vous faites une augmentation hyper importante. Alors quand vous me dites que les habitants ne peuvent pas accepter une augmentation d'1,2 point, mais qu'en était-il de 56%? Vous êtes posé la question? Ils n'ont plus là. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas 1,2, mais 56%, ils peuvent. Et en plus, je peux vous dire un truc, c'est qu'on va rechercher, hein, mais 56%, quand vous l'avez augmenté de 56%, les bases ont augmenté entre 5 et 7%. Aujourd'hui, elles n'augmentent pas. Donc en fait, cette augmentation là, de 1,2%, elle permet juste d'être à zéro avec l'augmentation des bases d'avant. Voilà la vérité, elle est là. Donc je veux dire, on peut vous écouter, M. Pécou, mais là, il faudrait quand même dire les choses comme il faut. Alors après, vous parlez d'un directeur de cabinet. Vous avez demandé à la permission pour en avoir un, vous, le directeur de cabinet? À qui? Un directeur de cabinet, c'est quelqu'un qui travaille, et ce n'est pas quelqu'un qui grève le budget. Et puis si vous avez écouté de toute façon les arguments que j'ai donnés tout à l'heure, il y a aussi la participation au projet de territoire. Vous pensez quoi du projet de territoire? Parce qu'on ne vous a pas entendu sur le sujet. Vous êtes toujours à dire qu'il faut être dans l'agglomération. Vous auriez fait quoi, vous? Vous auriez fait quoi en 2016 si vous avez demandé de participer au projet de territoire et qu'on vous dise qu'il faut donner 323 000 €? Vous les auriez donnés? Vous n'aviez même pas de quoi faire fonctionner la commune. Donc à un moment donné, il faut essayer d'être cohérent et d'arrêter un petit peu d'essayer de donner des arguments qui ne sont pas. Voilà. Donc à mon avis, c'est tout à fait justifié. Et ce que j'ai donné là, je vous l'ai dit en plus tout à fait de façon très transparente. On s'était engagé à ne pas augmenter les impôts. Mais cette augmentation, elle est de 1,2 point. Elle remplace en fait l'augmentation de la base, c'est tout. Et encore, je vous ai dit qu'on n'a pas encore décidé de la porter. Hein. On est en train d'y réfléchir. Mais on est tout à fait transparent avec le public, avec vous. On vous donne tous les éléments et on vous laisse réfléchir avec nous. Tout simplement, ce qui n'a pas été fait à l'époque, M. Pécou. Donc voilà, on est transparent, on vous dit tout.
tout a été exprimé aujourd'hui. Voilà, maintenant, on peut se faire une idée. Il faut augmenter, il ne faut pas augmenter. Il faut dépenser ici ou là-bas. On fait des choix, comme vous en avez fait à l'époque. Aujourd'hui, on se dit, on a un chemin à prendre. Est-ce que c'est dans une impasse qu'on va? Si on va dans une impasse, on ne prend pas ce chemin, c'est tout. On ne va pas se retrouver au bout de l'impasse à se dire pourquoi on y est arrivé, pourquoi on est arrivé là. On préfère regarder l'avenir et dire voilà où on va. Et on veut y aller avec tout le monde, avec les habitants et tout, leur dire exactement ce qui s'est passé et pourquoi on en est là. Aujourd'hui, vous avez dit, on a un budget qui est très bien. Ce n'est pas quand il sera plus suffisant qu'on va s'alarmer. C'est justement quand il est bien qu'on veut qu'il continue à être suffisant, c'est tout. Voilà. Donc on a des arguments pour... on a une analyse qui permet de dire que notre épargne nette est très bien aujourd'hui et on veut qu'elle le demeure. C'est tout. On n'attendra pas d'être dans une situation comme en 2016. Voilà. Est-ce qu'il y a une intervention? Allez-y. Oui. J'entends bien votre argumentaire, monsieur le maire, et je retrouve en vous, avec les références du passé, ce candidat en campagne qui, en 2018, qui en 2020, se servait forcément de ces arguments-là, qui, je vois, continuent à être utilisés encore ce soir, et je pense que nous allons les entendre encore longtemps, peut-être jusqu'à la fin de ce mandat. L'histoire vous sert, effectivement, à argumenter aujourd'hui, premièrement, des investissements qui ne sont pas colossaux et qui peuvent témoigner que nous pourrions nous passer effectivement encore de cette augmentation cette année qui est proposée, malgré tout. Alors vous me dites qu'elle n'est pas décidée, j'entends bien, nous n'avons pas voté le budget encore, mais elle est quand même inscrite sur ce débat d'orientation budgétaire, et même si vous me parlez de transparence, elle est bel et bien mise aujourd'hui en débat au cœur de ce conseil municipal face à tous les élus, et c'est important de pouvoir en parler parce qu'elle sera peut-être proposée effectivement dans la prochaine séance lorsque nous devrons la voter ou pas. Alors j'entends bien 2016, la commune dans l'impasse, la commune dans une situation financière catastrophique. C'est vrai qu'avant 2016, rien n'avait été fait dans cette commune, il n'y avait eu aucun investissement et je crois que tout le monde peut témoigner que votre arrivée a été largement salutaire aux yeux des habitants et de l'Audun-l'Ardoise. Ça, sans doute que c'est ce que vous retiendrez, mais tant mieux. Il faut se glorifier aussi de ce que vous avez pu faire depuis 2018, c'est-à-dire finalement pas grand-chose. Bref, nous en sommes là aujourd'hui, nous sommes en 2021, nous sommes dans une situation sanitaire qui est exceptionnelle, qui va nécessiter effectivement beaucoup de travail, et nous avons des propositions qui nous sont soumises et sur lesquelles nous réagissons. Moi, je ne parlerai pas du passé, je ne vous ferai pas la liste de ce qui a pu être fait dans cette commune, des investissements qui ont été réalisés, du travail sur le fonctionnement qui a été le mien aussi pendant plusieurs années pour baisser les charges de fonctionnement que vous avez peut-être poursuivies mais qui avaient déjà été entamées auparavant. Je vous parlerai du présent, oui, du projet de territoire de l'agglomération dans lequel je m'inscris. Alors, vous ne m'avez peut-être pas entendu, mais j'ai quand même participé à certaines réunions, j'en suis désolé, et j'ai suivi ce travail en commun qui aurait nécessité, peut-être s'il avait eu écho il y a quelques années de ma part, des choix que j'aurais fait aussi parce que nous sommes dans une agglomération et nous participons à l'intérêt effectivement collectif de toutes les communes qui y adhèrent. Donc c'est normal effectivement que l'Audun-l'Ardoise prenne sa part aussi à ce travail et finance, au même titre que les autres, aussi les futurs projets de l'agglomération dont tout le monde bénéficiera dans les habitants de l'Audun-l'Ardoise, c'est une évidence. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2021, nous devons intervenir sur ce débat d'orientation budgétaire et je ne pouvais pas effectivement laisser passer cette proposition et quelles que soient les bases, c'est une augmentation qu'on nous propose ce soir et c'est là aussi un signe
qui est lancé aux habitants de l'Audin et de l'Ardoise. Vous l'aviez effectivement signalé dans votre programme que vous ne toucheriez pas à l'impôt sur la commune durant votre mandat. Nous sommes à 1 an de l'élection municipale et les choses commencent d'ores et déjà. Qu'en sera-t-il de l'avenir? Nous le verrons dans quelques mois. Bien, bon, écoutez, M. Pécou, l'histoire nous sert. Écoutez, moi, je ne veux pas parler d'histoire, hein, c'est vous qui m'y forcez. C'est vous qui m'y forcez. On parle de 1,2 points des impôts, on ne parle pas d'une somme importante. Donc, moi, je vous dis, on est transparent, oui, on est transparent, on veut en parler. Vous voulez en parler, on a mis le sujet sur la table, volontairement, justement, pour que vous en parliez, M. Pécou. Et c'est tout à fait ce qu'on voulait. C'est pas... Donc, voilà, alors, après, vous êtes favorable au projet de territoire. Vous êtes favorable à ce qu'on fasse plus de projets. Vous êtes favorable à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts, malgré tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'augmentation du SDIS. Vous êtes au courant, le SDIS, puisque le SDIS, c'est le département. Donc, vous êtes bien au courant que le SDIS a augmenté. Et donc, notre commune a des lourdes charges supplémentaires. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, évidemment, on a une santé financière qui n'a rien à voir avec ce qu'elle avait avant. Hein, vous l'avez vu, vous l'avez dit vous-même. Bon, ne parlons plus du passé. Parlons simplement de l'avenir. Et l'avenir aujourd'hui, c'est, vous l'avez dit, de participer à ce projet de territoire. Participer, c'est encore mettre de l'argent. Tout à l'heure, on a dit un mot dans le DOB, je ne sais pas si vous l'avez retenu, mais on dit que l'agglomération demande plus aux communes riches. Ça veut dire quoi, ça, riche? Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'argent disponible. Ça veut dire que, tout simplement, l'Audun-l'Ardoise est la commune qui a les plus fortes attributions de compensation. Comme toujours, d'ailleurs, hein, c'était la même chose quand vous étiez là, et votre prédécesseur. Ces attributions de compensation, ce n'est pas de l'argent qu'on a mis de côté, sinon vous en seriez servi, vous êtes bien d'accord avec moi. Au lieu d'augmenter les impôts, vous auriez pris cet argent, vous auriez utilisé pour combler le déficit. Cet argent, il n'est pas disponible. Donc si vous prenez 323 000 € à l'Audun-l'Ardoise, ça a des conséquences, vous êtes d'accord avec moi? Ne me dites pas le contraire, ça a des conséquences. Quand vous prenez de l'argent pour le SDIS, ça a des conséquences aussi. Donc tout a des conséquences. Le budget de fonctionnement, vous savez qu'il augmente tous les ans, et c'est environ 2,5%. Ça aussi, ça a des conséquences. Donc alors on fait comment là? On peut aussi se dire, voilà, on accepte tout ça, et bien on fera avec ce qui nous reste. On peut faire ça. Moi je dis, on peut faire ça, bien sûr qu'on peut faire ça. Sauf qu'après, il ne faudra pas se plaindre que il n'y a pas assez de travaux à tel endroit ou à tel autre. Ou que le rythme de croissance, ou tout simplement le programme qu'on a établi n'est pas non plus engagé. Parce que vous avez dit tout à l'heure, et je l'ai dit même moi-même, je n'ai pas eu besoin que vous le disiez, on s'est engagé à ne pas augmenter les impôts de tout le mandat, oui. Mais on s'est aussi engagé à faire des choses. Aujourd'hui, moi, je pourrais dire, tiens, on respecte simplement le fait de ne pas augmenter les impôts, puis après, on verra ce qu'on nous dit à la fin du mandat. Moi, je préfère dire aujourd'hui, voilà, on a des bases qui n'augmentent pas, et c'est la première fois qu'elles n'augmentent pas, les bases. Regardez dans vos archives, c'est la première fois. Donc, c'est juste ça, en fait, c'est juste garder une stabilité dans notre épargne nette. En fait, c'est tout simplement ça. Ce qui n'a pas été regardé avant, je suis désolé de le dire, hein, mais on regarde l'analyse, c'est exactement ça qui n'a pas été regardé. Mais nous, on préfère y jeter un œil. Voilà. On préfère, comme j'ai dit tout à l'heure, pas s'engager sur un chemin où on sait que de toute façon, au bout, il n'y a rien. On préfère aujourd'hui s'engager sur un chemin qui nous mène quelque part. Et on préfère le dire et pas y aller sans rien dire. Voilà. On le dit en transparence. Et on en discute, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de souci pour en discuter. Voilà, donc après, bon, pour dire que depuis 2018, il ne s'est pas fait grand-chose, je vous laisse juge. Hein. En tout cas, on voit que nos rues sont de plus en plus sécurisées. Au lieu de dessins en guise de trottoir, maintenant, il y a des trottoirs. Voilà. Et c'est qu'un exemple. Hein. C'est qu'un exemple. Mais le nombre de travaux qui sont faits sur la commune sont quand même assez importants. Donc voilà, moi je trouve que cette commune a pris un peu de retard là-dessus. Et c'est dommage de s'arrêter là. Il faut continuer. Alors le choix, c'est soit on accepte que cette épargne nette diminue, et non, il fera moins, et puis on mettra... Voilà, parce que, sachez une chose quand même, on n'en a pas parlé là, mais
la commune se développe aussi en termes d'arrivée de nouveaux habitants. C'est énorme le développement. Le PLU a été ouvert de partout à l'Odun. On a un PLU, on peut aujourd'hui accueillir entre 1500 et 1900 personnes de plus. C'est 1500 à 1900 personnes. Il faut aussi des équipements, des infrastructures, des routes. Il faut aussi des écoles. Vous voulez qu'on fasse comment si on ne prévoit pas tout ça? C'est pour ça que tout à l'heure, Patrick Panetier a parlé d'études prospectives sur les écoles. Parce qu'il faut qu'on sache à quel moment on va rentrer dans le mur et qu'est-ce qu'il nous faut comme budget pour y faire face. Ça s'appelle de la prospective. Et c'est ce qu'on fait aussi sur le budget. Voilà. Donc on peut le critiquer, bien sûr. Mais moi, je préfère comme critique, alors que j'ai prévu, plutôt comme critique en disant rien n'a été prévu, voilà où on en est aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est ma conception des choses. Voilà. On n'est pas pareil, c'est tout. D'autres interventions? Encore une. Nous sommes dans un débat d'orientation budgétaire, donc il faut que... Non, mais c'était une question, encore une. Je reviens c'était sur pas la dernière. L'intercommunalité. Oui, l'Odun, effectivement, a des charges qui sont supérieures à celles d'autres communes de cette agglomération. Et là, pour le coup, vous le savez, que c'est l'histoire aussi qui nous a favorisé un temps, il y a plusieurs décennies, et qui, aujourd'hui, effectivement, donne à l'Odun encore d'être une commune qui finance beaucoup cette agglomération avec ce que vous venez de rappeler comme attribution de compensation. Mais l'agglomération, sachez, chers collègues élus, qu'elle n'apporte pas seulement que ses conséquences financières, elle apporte aussi des services. Nous ne pouvons plus nous passer aujourd'hui de cette solidarité territoriale que représente cette communauté de communes. Et à travers l'Odun-l'Ardoise, ce sont déjà des projets réalisés, des services qui ont été repris en charge. Vous citiez tout à l'heure effectivement toute la partie assainissement qui aujourd'hui est de la compétence intercommunale. Et il y aura dans l'avenir forcément d'autres projets d'envergure qui nécessiteront des investissements de la part de l'agglomération au bénéfice de l'Odun-l'Ardoise et de ses habitants. Donc l'agglomération doit être vue comme une chance. Si on s'est dirigé là, il y a plus de 10 ans maintenant, vers cette mutualisation et cette solidarité territoriale, c'était aussi pour faire un choix, effectivement, de vie, qui apporte aujourd'hui, à mon sens, des bénéfices dans le quotidien des habitants de l'Odun-l'Ardoise et de tout ce territoire. Alors c'est vrai que cela coûte de l'argent en fonction de l'histoire de chaque commune, de leur importance, de la population aussi, mais aussi des retours. Et vous êtes vous-même dans l'exécutif de cette agglomération et vous devez savoir qu'il y a des projets, nous en entendons parler souvent au conseil communautaire, qui arrivent, qui concernent l'Odun-l'Ardoise, des projets économiques d'importance et qui apporteront forcément de l'emploi dans l'avenir pour nos familles et qui apporteront de nouvelles richesses financières qui permettront d'investir sur ce territoire et ici, dans cette commune notamment. Donc, c'est important aussi de le signaler. Il n'y a pas qu'une agglomération qui prend de l'argent et qui en prend beaucoup, c'est vrai, parfois sur notre budget communal, mais aussi qui reverse sous d'autres formes cet argent en termes de services publics bien importants aujourd'hui dans notre société. Merci. Oui, là je vais être d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous tout à fait. Cette agglomération, c'est une chance, oui, c'est une chance. On a l'occasion de se développer, de partager aussi avec les autres. Et donc il faut y participer, oui, bien sûr. Il faut que l'Odun y participe, même financièrement. La question n'est pas là. Hein. Je suis bien d'accord, on est tous d'accord pour que l'Odun participe. C'est juste la conséquence de cette participation. C'est pas un refus de rentrer dans l'agglo. Au contraire, on est tout à fait conscient de ça et on y est dans l'agglo et on va y rester, il n'y a pas de souci. On est vraiment content d'y être. Il y a des projets qui arrivent et c'est tout. C'est très important pour notre commune et notre commune y sera. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Donc on terminera sur un accord là. Est-ce que vous avez d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Donc nous allons procéder au vote. Donc au vote que le débat d'orientation budgétaire a bien eu lieu. Donc qui s'oppose? Qui s'abstient? La question est adoptée. Donc nous avons maintenant un point. Alors on va peut-être passer au point numéro... Ah, elle est là? Ah pardon, non, Myriam est arrivée. Donc on va passer au point numéro 2, donc cimetière. Tarif des concessions, rapporteur Myriam Aiguirre. Bonsoir. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la législation funéraire et plus particulièrement la loi numéro 2008-1350 du 19 décembre 2008, vu la dernière délibération du Conseil municipal en date du 20 mars 2019 portant sur les tarifs des concessions des différents cimetières communaux, considérant que les droits d'enregistrement de 25 € ne sont plus encaissables par le Trésor public, il convient de remettre à jour les tarifs et de respecter la nécessité d'établir un prix en fonction du mètre carré. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de réactualiser les tarifs des concessions des cimetières, les tarifs d'utilisation du dépositaire funéraire, ainsi que les tarifs du columbarium, comme suit à compter du 7 avril 2021. Merci, Myriam. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Qui s'oppose? Qui s'abstient? La question est adoptée. Dossier numéro 3, foncier, convention d'occupation par Garfibre. Rapporteur Claudine Chastel. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc, la société Garfibre exploite des réseaux de télécommunications sur le territoire français. Pour les besoins de l'exploitation de ces réseaux, actuels et futurs, Garfibre doit procéder à l'installation d'équipements techniques reliés à des réseaux de télécommunications. La commune de Laudun-l'Ardoise possède un terrain, rue Henri Dunant, près du parking du gymnase, cadastré CB201, pouvant accueillir les équipements nécessaires. Une convention va être établie afin d'autoriser l'occupation à l'euro symbolique annuel d'un espace de 39 m² 78 à l'arrière de la parcelle du gymnase cadastré CB201 pour accueillir les équipements de télécommunication composés d'un local technique et d'une chambre de raccordement L47. Cette convention sera conclue pour une durée de 12 ans. Elle sera ensuite tacitement reconduite par périodes successives de 6 ans. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention à signer avec la société Garfibre pour l'utilisation d'équipements techniques sur un terrain rue Henri Dunant, cadastré CB201 à Laudun-l'Ardoise. Autorise Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ces démarches dont la convention susvisée. Merci Claudine. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Qui s'oppose? Qui s'abstient? La question est adoptée et nous passons donc au dossier numéro 4, convention d'occupation temporaire du domaine public par Mobipark, donc rapporteur moi-même. Donc l'emprise foncière de la piscine municipale est actuellement non utilisée en raison des lourds travaux engagés pour réhabiliter le site tant à l'intérieur qu'à l'extérieur au niveau des bassins. Sur proposition de la société Box Invest, dont le siège est à Bagnon-sur-Cèze, un Mobipark sur une partie de la parcelle pourrait ouvrir dès le mois de juin. Donc il s'agit de structures gonflables, des piscines, une couverture temporaire des bassins extérieurs, un lieu de repos ombragé, un snack pour 200 clients, surtout orienté vers les enfants et les jeunes. La redevance ramenée à l'euro symbolique annuel serait compensée par des remises tarifaires et des entrées gratuites pour tous les enfants de la commune. Considérant l'intérêt local, sans aucun travaux lourd, de créer une animation aquatique et de loisirs pour la commune et ses administrés, une suite favorable a été donnée à cette proposition, toutes les contraintes étant supportées par la société Box Invest. Le conseil municipal, après ayant entendu l'exposé et après en avoir délibéré, approuve la convention d'occupation temporaire du domaine public assignée avec la société Box Invest, dont le siège est à Bagnon-sur-Cèze, telle qu'annexée à la présente délibération,
représentant la partie sud à l'arrière de la piscine couverte de la dite parcelle. Rappelle le caractère précaire et révocable de ce type de convention, permettant à la commune de mettre fin sans indemnité à l'occupation du Mobipark pour tout autre objet d'intérêt général que la commune jugera utile, tel que la réhabilitation de la piscine couverte, et autorise donc Monsieur le maire à signer la convention ainsi que tout document y relatif. Y a-t-il des interventions? Monsieur Pécou, allez-y. Oui, merci. C'est un projet effectivement qui est intéressant et dans une période, nous le rappelons, qui a besoin aujourd'hui à nos enfants notamment de se retrouver, d'avoir des moments de joie. C'est un lieu et en tout cas un projet qui saura satisfaire, n'en doutons pas, la population et l'ensemble des habitants de ce secteur. Souhaitons qu'il puisse être effectivement ouvert dès le mois de juin, ou en tout cas pour la saison estivale prochaine. Une question, cette société qui est basée à Bagnols-sur-Cèze, est-elle la même que celle qui a exploité le Mobipark à Saint-Étienne-des-Sores? Je crois que oui, hein. Oui. Très bien, merci. Voilà, écoutez, oui, je suis du même avis que vous. Bien sûr, c'est très important, hein, surtout dans ces moments de pandémie, d'essayer de retrouver un petit peu de loisirs et donc d'offrir une activité à cet endroit en plus qui est un petit peu abandonné depuis plusieurs années. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, qui va refaire vivre l'endroit, qui est un endroit magnifique en plus, hein. Donc voilà, je pense que ça peut être que bénéfique pour la commune et aussi pour la société Mobipark, qui va avoir plus de visibilité et puis qui sera dans un endroit, je pense, un peu plus accueillant. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'intervention? Donc nous procédons au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? La question est adoptée. Dossier numéro 5, motion, soutien à Drôme Sud pour accueillir 2 réacteurs EPR nouvelle génération. Rapporteur moi-même. Donc l'histoire du carrefour entre le Gard, la Drôme, le Vaucluse et l'Ardèche depuis près de 50 ans s'écrit avec celle de l'énergie nucléaire, un domaine de haute technologie, générant 18 000 emplois directs et indirects sur le bassin étendu de Tricastin et de Marcoule. Il génère des centaines de millions d'euros pour l'économie locale et assure un développement du territoire. La loi climat-énergie, la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas carbone définissent les objectifs et priorités d'action du gouvernement en matière d'énergie. Il s'agit de répondre aux enjeux de demain, entre autres ceux de la sécurité d'approvisionnement, de l'amélioration de l'efficacité énergétique, de la baisse de la consommation d'énergie primaire, en particulier fossile, de la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l'énergie. Ainsi, le décret PPE paru le 21 avril 2020 prévoit qu'EDF propose au gouvernement la construction de réacteurs nouvelle génération à haut niveau de sûreté, de puissance et répondant aux performances environnementales exigées. La construction d'un tel chantier viendrait en compensation de la fermeture éventuelle des réacteurs 900 MW de notre territoire et mobiliserait plus de 7000 salariés avec de forts impacts sur l'activité et l'économie locale. Le site de Tricastin ne se situe pas dans l'aire géographique de notre agglomération. En revanche, nombre de nos concitoyens y travaillent. Le conseil municipal de l'Audun-l'Ardoise tient à apporter son soutien à la candidature du territoire Sud-Drôme pour l'accueil d'un double réacteur d'EPR de nouvelle génération qui présente un grand nombre d'atouts décisifs. Contact avancé pour l'acquisition d'une réserve foncière techniquement validée de 135 hectares au nord du site du Tricastin, extensible à l'intérieur de la clôture Orano et libre d'utilisation. Un lieu d'implantation géographique en bordure du canal Donzère-Mondragon et une digue aux normes de robustesse post-Fukushima, assurant une très grande sécurité. Une situation géographique la plus méridionale assurant l'équilibre du réseau électrique entre les régions Sud, PACA, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, notamment pour permettre le développement des énergies renouvelables intermittentes, mais aussi l'accès aux pays du sud de l'Europe.
Un territoire d'accueil Tricastin-Marcoule disposant de compétences réelles, avancées et même exceptionnelles en termes d'énergie nucléaire, en particulier dans la production d'électricité, enrichissement, valorisation, recherche et innovation, avec la présence de nombreux acteurs majeurs et prestataires comme EDF, Orano, Framatome, le CEA et des PME spécialisées, dans un rayon de 150 km, une offre de formation avec des campus, des BTS, des lycées, des CFA dédiés à la spécialité du nucléaire, en région Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie Sud, et des clubs d'entreprises très actifs dans le domaine du nucléaire. Un site actuel qui bénéficie de l'acceptation forte des populations. Enquête BVA, baromètre 2019 riverain, 82% ont une bonne image d'EDF, 64% sont favorables à une poursuite du fonctionnement au-delà de 40 ans, 47% des habitants au cœur d'un périmètre de 15 km. L'ouverture en 2025 donc, d'un nouvel échangeur complet autoroutier sur la 7, donc Drôme provençal, aux abords du site qui renforcera l'accessibilité. Ce nouvel équipement donc, contribuera à l'attractivité du territoire et assurera son développement sur le long terme, avec l'ambition de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre par l'industrie nucléaire et ainsi participer à la maîtrise du changement climatique en cours. Par cette motion, les élus du conseil municipal s'associent aux autres élus, aux parlementaires, aux présidents de région et de département, aux acteurs économiques et soutiennent également la candidature de la Drôme Sud pour l'accueil de 2 réacteurs EPR de nouvelle génération. Je signale que cette motion a été présentée à l'agglomération et qu'elle a été votée. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Donc, je vais vous faire lecture des décisions du maire signées depuis le dernier conseil municipal. Donc, décision du maire en synthèse, DGS 2021-02-11 du 18 février 2021, visée en préfecture le 18 février 2021. Demande de subvention à l'État décile exceptionnel 2021 pour travaux de rénovation énergétique des bâtiments municipaux d'un montant de 87 728 € hors taxe. DGS 2021-02-12 du 23 février 2021, visée en préfecture le 24 février 2021. Demande de subvention au conseil départemental 30, amende de police pour des travaux sécuritaires rue des anciens combattants, d'un montant de 23 388 € hors taxe. MP 2021-02-03 du 25 février 2021, marché de 2016, révision du PLU avec le groupement Bosque, modalité de résiliation du dit marché et versement d'un solde de tout compte à hauteur de 4 000 € hors taxe. MP 2021-03-01 du 3 mars 2021, visé en préfecture le 5 mars 2021, marché d'aménagement rue des anciens combattants avec SAS Robert TP de Verfeuille pour un montant hors taxe de la tranche ferme 255 601,75 €, tranche optionnelle 1 19 046,04 €, tranche optionnelle 2 6 557,70 € et tranche optionnelle 3 14 738,98 €. DGS 2021-03-13 du 9 mars 2021, visé en préfecture le 10 mars 2021. Règlement des honoraires à la CGCB avocat de Montpellier de 900 € pour le dossier 2019-08-93 commune de Laudon-l'Ardoise contre Madame Mylène Joly. Et donc nous avons une dernière décision, la MP 2021-03-02 du 24 mars 2021, étude de réduction du risque inondation par ruissellement à l'Ardoise, analyse coût-bénéfice avec Aquagéosphère de Vauvenargues pour 34 600 € hors taxe. Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues et chers publics, nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Je vous remercie pour votre présence. Il est 19h59. Je clôture ce conseil municipal et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.
l'entreprise Jiffy pour la présentation du projet Jiffy sur le site Arcelor le vendredi 2 avril à 18h. On n'avait pas le choix hein, sur les heures et les jours. Ce sera en visio. Donc voilà, vous recevrez une invitation visio. Et on a aussi une présentation du LEF le jeudi 8 avril à 16h. Voilà, je vous demande d'essayer d'y être parce qu'on aura un choix à faire. La commune aura un choix à faire. Je compte sur tous les élus du conseil municipal pour nous donner leur avis. On fait des présentations, il faudrait qu'on soit assez nombreux pour y assister. Voilà. Merci bien, bonne soirée à tous.